Bonjour à tous et toutes, c'est officiellement la fin du confinement en France. Pour la plupart des régions françaises, certaines sont classées rouges et on a encore certaines règles à subir. Les salles de cinéma n'ont toujours pas réouvertes, elles, en revanche. Donc, alors que vous reprenez une vie normale, je vais continuer à faire des vlogs un petit peu particuliers jusqu'à ce que les salles de cinéma réouvrent, puisque pour l'instant on sait pas encore quand est-ce que ça va être officiellement. Et j'ai décidé de le faire cette semaine avec une petite série de Coronavlogus spéciaux que je vais appeler les Inoubliables. Qui sont des films qui vraiment font partie de ce qu'on pourrait appeler un top 10 si j'avais un top 10. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de leur donner mon film préféré ou mon top 10, etc. Je suis plus capable de faire ça. J'aurais été capable de faire ça il y a une petite dizaine d'années et encore avec quelques difficultés. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus capable de classer un truc par rapport aux autres, surtout pas si vous me demandez dans tout le cinéma, quoi. Vas-y, dis-moi 10 films comme ça dans le cinéma à comparer entre eux et me dire que lequel est le meilleur et machin, c'est très particulier, même si je fais purement au niveau de l'affect, quoi. Même si je ressens un truc agréable avec un film, il y a peut-être un truc qui serait moins agréable à ressentir, mais qui sera aussi fort avec un autre, et je peux pas en mettre un en compétition avec l'autre. Donc voilà, j'ai pas vraiment un top 10, mais j'ai un certain nombre de films que je n'arrive pas à oublier, qui m'ont marqué à vie, et que je pourrais revoir autant de fois que je veux. Et je vais aborder ces films-là dans cette petite série de vidéos. Alors pour l'instant j'en ai prévu 3, peut-être que j'en ferai plus, ça dépend combien de temps est-ce qu'on est obligé de faire ce genre de vidéos. Donc voilà, on va revenir ici sur vraiment des films que j'adore, bon, même si j'en ai déjà fait quelques-uns là depuis le début des Coronavlogus, mais on va vraiment là revenir sur des films qui font partie de mon top, qui n'existe pas, de mon top inexistant, mon top fictif. Et on va commencer avec Dark City, un film réalisé par Alex Proyas, sorti en 1998. Je vais tout de suite vous mettre une alerte, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas se gâcher les trucs avant de voir les films, et surtout qui veulent juste avoir quelques informations sur le film avant de le voir, pour ensuite voir mes vlogs. Danger, si vous regardez la version cinéma du film, je recommande fortement, pour ne pas dire je vous oblige, coupez le son jusqu'à 2 minutes 40. Ou bien, choisissez la version Director's Cut. Il n'y a pas beaucoup de changements, il y a surtout des ajouts par rapport à l'original, il y a des trucs qui ont été coupés parce que par manque de temps sans doute, un truc dans ce genre-là, mais surtout, en tout début du film Dark City, la version cinéma a rajouté une narration de 1 minute à peu près, qui révèle absolument tous les mystères du film. Tout ce que l'histoire doit te révéler, tout ce que l'histoire doit apprendre au personnage, tout ce qu'il doit découvrir au fur et à mesure, tout est révélé avec un tout petit monologue au tout début du film de 1 minute, qui te foire du coup tout le reste. Je vais vous donner une anecdote avant de passer de parler du film véritablement. J'ai vu ce film parce qu'il était passé sur Canal+, mais il passait trop tard pour moi à ce moment-là, je sais pas pourquoi spécifiquement, mais il passait trop tard, donc je l'ai fait enregistrer sur une VHS, peut-être que j'étais pas là, plutôt un truc dans ce genre-là. Et il arrivait parfois que la télé diffuse le film pas vraiment au bon moment. Alors aujourd'hui, vous pensez tout de suite, retard, le film démarre 20 minutes après l'heure qui a annoncé dans le magazine télé, dans le programme télé, mais non, il le faisait aussi plus tôt des fois, notamment sur Canal+, qui est une chaîne qui a pas beaucoup de pages de pub, et qui segmente vraiment ces trucs par rapport à la durée du programme lui-même. Et donc, la première fois que j'ai regardé Dark City, ma VHS avait démarré avec 2 minutes et 40 secondes de retard. Par le plus grand des hasards, j'ai eu la chance ultime de découvrir Dark City en version théâtrale sans cette introduction de merde. Et du coup, j'ai pu vraiment pleinement profiter du film et découvrir tous les éléments et être surpris par tous les éléments au fur et à mesure. Je vais vous dire, je vous ai dit couper le son, coupez même, sautez le début, quoi, sautez tout le début, allez directement au générique, vraiment le vrai générique où le titre s'affiche, etc., et vous avez les crédits. Parce qu'il y a même des images qui vont vous révéler certains trucs que vous devriez pas voir. Par le plus grand coup de chatte du monde, j'ai eu la chance de découvrir Dark City dans les bonnes conditions, malgré sa version de cinéma à la base. Donc voilà, c'est un truc qui est très très important, surtout si vous regardez ce film, version Director's Cut ou version originale en sautant le premier chapitre, en sautant les 2 premières minutes 40. En principe, 2 minutes 40, j'ai à peu près minuté depuis mon Blu-ray, ça devrait vous amener au bon endroit. Donc, voilà, l'avertissement très très important à faire, parce que Dark City est un film avec une enquête. C'est un film qui est fondamentalement inspiré par les films noirs, les films policiers. On a des clairs-obscurs, donc des grandes ombres très marquées, qui sont parfaitement noires, parfaitement pleines, opposées à quelque chose de plutôt clair. Esthétique de films noirs, personnages de films noirs, on a des gens qui sont l'équivalent des mafieux, on a une femme fatale, on a des flics qui enquêtent sur un meurtrier, et on a un meurtrier. Enfin bon,
Tout ça pour dire que c'était la pire idée du monde, et bien évidemment c'est le producteur qui a imposé ça, c'était la pire idée du monde d'imposer cette ligne d'introduction, et vous devez absolument voir ce film sans voir cette ligne d'introduction, c'est essentiel pour que vous appréciez le film correctement. Comme je vous l'ai dit, version ciné et version longue, ça changera pas grand chose pour vous tant que vous passez la petite phrase d'intro sur la version cinéma. La seule chose qui va vraiment changer, c'est un détail qui est ajouté en plus, qui va travailler un travail de mise en scène particulier dont je vais parler plus tard à la fin, qui tourne autour des empreintes digitales. Il y a tout un truc avec les empreintes digitales dans le film qui a été coupé de la version dans la version cinéma. Donc voilà, si vous voulez savoir quelle version regarder. Et dernier petit truc avant d'entrer dans le film lui-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais ça ressemble à Matrix. Dark City, à la fin de son tournage, au lieu de détruire ses décors comme on le fait la plupart du temps, a essayé de récupérer un petit peu de son argent. Probablement que quelqu'un devait sentir le flop venir, soit le réalisateur parce qu'on a rajouté une phrase au début qui rend le film inutile, soit le producteur qui n'y croyait pas dès le début, c'est pour ça qu'il a fait rajouter la phrase, et donc voilà. Et donc du coup ils ont vendu leur décor à la production de Matrix. Ce qui leur restait de décors construits, qui avait pas servi énormément, il y avait quelques scènes qui passaient dedans, même certains trucs qui étaient beaucoup plus importants, il y a même un truc de métro, je crois, je suis presque sûr que leur truc de métro, ils l'ont récupéré de Dark City dans Matrix. Donc voilà, ils ont revendu certains de leurs décors, c'est pour ça que visuellement aussi, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans certains trucs, mais il y a quand même une esthétique qui est très différente dans Dark City que par rapport à Matrix. Matrix est un film extrêmement moderne, alors que là, on a plus un truc art déco et d'architecture bizarre, ce qui est lié à l'histoire. Le discours est pas du tout le même, le thème est pas du tout le même, il y a beaucoup de divergences. J'en parlerai un peu plus loin parce que là pour l'instant je suis en version non spoiler. On va faire une section spoiler pour vraiment séparer le tout du reste, pour avoir une section où je pourrais vraiment plus parler du film, sinon je pourrais pas en parler, je serais obligé de pas évoquer certains trucs. Je vais quand même essayer, même dans la section spoiler, de pas révéler les trucs principaux. Passons donc à l'histoire, que j'ai vraiment résumé textuellement pour être sûr de pas vous mettre un spoil au milieu du truc. Donc, je vais vous faire le résumé de l'histoire. John Murdoch, joué par Rufus Sewell, ça a toujours été un nom très difficile à prononcer pour moi, mais c'est un acteur qui a pas fait grand chose à part ce rôle-là, mais je vais en reparler plus tard, il est vraiment très bon dans ce rôle-là. Donc John Murdoch se réveille amnésique dans une chambre d'hôtel, à côté du cadavre d'une prostituée, et il est immédiatement pris en chasse par un groupe habillé de noir. L'un d'entre eux est joué par Richard O'Brien, qui jouait dans The Rocky Horror Picture Show, et qui a un physique très particulier, ça colle très bien au rôle. Suivant donc les indices de sa vie précédente, John va essayer de savoir qui il est, et découvrir peu à peu que le monde qui l'entoure pourrait n'être qu'un vaste mensonge. Comment? Pourquoi? À vous de le découvrir si vous avez envie de vous faire le film sans aucun spoiler et de le découvrir maintenant. Donc on vous dit au revoir à tous ceux qui ne veulent pas le spoiler et qui reviendront plus tard du coup pour l'analyse. Et pour ceux que les spoilers ne dérangent pas ou qui ont déjà vu le film, et en général ceux qui sont intéressés par l'analyse, on va donc finir l'histoire. Oui, c'est un mensonge. Le groupe qui le suit s'appelle les étrangers. Ils contrôlent le monde par la pensée, grâce à leur pensée, et grâce à une machine qu'ils ont créée qui leur permet de contrôler la réalité. Et ils fabriquent des souvenirs artificiels qu'ils implantent parmi les différents membres de leur population, qui sont créés par le docteur Schreiber, joué par Kiefer Sutherland, j'allais dire Rufus Sewell encore, par Kiefer Sutherland, qui n'était pas encore très connu à l'époque, il n'a pas encore fait 24 heures, etc., etc. C'est donc un film de science-fiction, sombre, cyberpunk, et je sais même pas si on peut vraiment dire cyberpunk, parce que le cyberpunk sous-entend beaucoup plus de machinerie, et d'informatique en général, et de monde virtuel, généralement, on essaye d'avoir un truc vraiment cyber, quoi, un truc avec quelque chose qui est lié à l'informatique. Et c'est donc un film qui, à travers cet univers cyberpunk et cette métaphore, essaye donc de parler de quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que Matrix n'a pas de rapport vraiment avec Dark City au niveau du sens réel? Oui, effectivement, on parle de monde réel, on parle d'identité, etc. Mais justement, Matrix fait cette métaphore pour parler de la domination par les grandes corporations, pour lutter contre le capitalisme en général et pour dénoncer une certaine façon de voir le monde à l'heure actuelle. Dark City se concentre uniquement sur la question de l'identité. Et c'est ça qui fait que les deux films n'ont au final rien à voir. C'est-à-dire que oui, ça se ressemble visuellement, oui d'accord, vous avez des noirs bouchés et des lumières de films noirs dans les deux, et les deux sont aussi assez inspirés par l'animation japonaise, parce que ça commençait justement à se démocratiser et à se répandre à l'époque. Donc les réalisateurs eux-mêmes, les jeunes réalisateurs en particulier, comme Alex Proyas, qui avait bossé sur The Crow juste avant, The Crow, et les Wachowski qui débarquaient juste derrière, ils ont commencé à amener justement cette esthétique et ce travail du Japon dans leurs univers, et ils avaient probablement les mêmes inspirations, notamment l'inspiration de Metropolis par exemple pour le truc de la grande ville. Le design de cette ville de Dark City ressemble aussi
en bonne partie à celui de Metropolis, encore une fois. Mais j'en parlerai un peu plus loin des décors. Donc vraiment, il faut éviter ce rapport constant entre les deux, parce que ce qui est tout le temps sous-entendu quand on dit ça, c'est que Matrix a pompé sur Dark City. Non. Ce sont deux films qui exploitent des idées qui ont des connexions avec une métaphore plus ou moins similaire. La métaphore le mythe de la caverne de Platon, en fait. Le monde qu'on te présente n'est pas le monde qui existe et on te ment, et en fait, il y a autre chose à révéler derrière, etc. Mais ils explorent pas les mêmes thèmes avec cette même métaphore. Le film, donc, est un film sur l'identité, ce qui fait nous, en fait, ce qui fait notre personnalité, ce qui fait qui nous sommes au quotidien. La question qui est véritablement posée, étant donné que donc on a un psychologue, le docteur Schreiber, qui réunit tout un tas de souvenirs, qui crée des personnalités et qui les travaille pour essayer d'en faire des humains complets et dont on gère à peu près tous les aspects de la vie. Avec ça, il pose la question de ce qui nous sommes, et est-ce que ce sont justement nos souvenirs? Est-ce que c'est le souvenir de ce qu'on a fait avant, qui on a été avant dans notre vie, qui va dicter qui on est et qui on sera? Ou bien, est-ce que ce sont les décisions qu'on prend sur le moment qui font qui on est? Est-ce qu'on est condamné à répéter ce qu'on a fait avant, ou est-ce qu'à un moment on peut s'arrêter, réfléchir sur ce qu'on a fait, réfléchir à qui on est, et essayer de changer, de lutter contre, ou de s'améliorer, ou quoi que ce soit. C'est toute l'idée de John Murdoch, qui du coup au début du film rejette ses souvenirs, il rejette sa personnalité, comme si après son crime, il était allé dans son bain, il était en train d'introspection, il s'était dit putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire quand même, c'est quand même terrible, et qui s'était réveillé en se disant mais est-ce que vraiment je suis un meurtrier, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça, est-ce que vraiment je suis ça, est-ce que ça me manque, est-ce que je le veux, etc. Et il va tester ça, en particulier au début du film, pour essayer de voir qui il est, quelle est sa personnalité. Et effectivement, la question c'est, est-ce que tu vas suivre bêtement la personnalité que tu as eue pendant des années, toute ta vie, ou est-ce que tu as un libre arbitre, tu peux changer de décision, tu n'es pas forgé par les souvenirs qui t'ont fait avant. L'attachement de Emma, par exemple, pour John, c'est dans l'histoire qu'on a inventée et imposée à Emma, elle a trompé son mari, elle se sent coupable, et elle a envie d'essayer, du coup, de rabibocher leur relation. Est-ce qu'elle le fait uniquement pour ça, ou est-ce que si on lui dit à un moment que en fait ce qui s'est passé n'est pas vrai et c'est pas sur l'histoire, etc., est-ce qu'elle va quand même avoir envie d'aller vers ce mec parce qu'elle est attirée par lui, parce qu'elle a envie d'être avec lui, parce qu'elle a une connexion avec lui, ou est-ce qu'elle va complètement abandonner l'idée parce que en fait non, c'est un mensonge, en fait si je réfléchis bien, je ressens rien pour toi, quoi. Si je me mets à y réfléchir, si on me dit qu'il faut que j'y pense. Donc je trouve ça vraiment ultra intéressant comme travail. L'autre question étant également, est-ce que nos personnalités sont ce qu'on attend, ce que le monde en général attend qu'on soit? C'est un peu cette idée-là, hein. Le monde leur a forgé cette identité, même si au fond d'eux, intérieurement, c'est peut-être pas forcément qui ils ont envie d'être, qui ils sont, etc., etc. Et alors, si vous prenez un tout petit peu de recul en plus par rapport au concept, il y a une idée qui est encore vachement plus intéressante, c'est que Dark City est une métaphore du cinéma. Puisque, sur le principe, tous les habitants de cette ville et toutes les personnes qui reçoivent des implants, du coup, sont des acteurs. Ce sont des personnes à qui on a confié une personnalité, un rôle, et qui doivent le jouer ensuite. Ils jouent le rôle de leur propre vie, au final. Mais comme des acteurs, d'un moment à l'autre, ils peuvent être amenés à changer de rôle et à avoir une personnalité complètement différente. Et en principe, ils la vivent aussi bien. Du coup, ça fait de eux la métaphore des acteurs, et du système globalement de Dark City, le cinéma en général, quoi. La machine qu'ils ont créée, c'est presque la caméra, c'est la machine à créer l'univers, le fantasme, qui réalise justement le fantasme, qui le transcrit du fantasme de la pensée à quelque chose de concret et de réel. Et du coup, les étrangers qui contrôlent toute cette ville peuvent être vus comme l'équipe technique, globalement. C'est le machinot, l'électro, le chef décorateur, la costumière, le maquillage coiffure, etc. Ils sont tout ça en même temps, en fait. Principalement les chefs déco, parce que c'est principalement la ville qui change, et ensuite ils vont manuellement mettre les gens en place. Mais du coup, voilà, il y a un truc qui est vraiment très intéressant au niveau de la métaphore créative, sachant que le film a été inspiré par Alex Proyas quand il était en train de tourner les effets spéciaux, parce qu'en fait, ils étaient entre deux plans d'effets spéciaux, et ils faisaient, ils déplaçaient des maquettes et des panneaux spécifiques, etc. Et du coup, il y avait la ville qui était en train de bouger dans le studio, quoi, sous ses yeux, et il s'est dit ah, putain, c'est vachement intéressant ça comme image. Est-ce qu'on peut en faire un concept d'histoire et enfin l'exploiter comme un concept intéressant? Donc fondamentalement, cette histoire vient d'un rapport avec le cinéma, vient d'une analogie avec le cinéma. Le docteur Schreiber dit textuellement à un moment, donc le docteur Schreiber c'est donc le psy qui mélange tous les souvenirs pour créer les personnalités des habitants de Dark City. Il le dit textuellement, ils m'ont donc forcé à oublier
toute ma personnalité, ils m'ont forcé à retirer tout un tas de trucs, mais ils m'ont laissé garder tout ce qui faisait de moi l'artiste que je suis. Il leur fallait un artiste pour créer tous ces souvenirs, pour rassembler tout ça. Et donc, ce mec qui prend des petits morceaux de souvenirs, des petits morceaux d'histoire, et qui réassemble comme ça pour créer des personnalités, c'est un réalisateur. Ou un scénariste. Éventuellement, ça peut être un scénariste aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'il fait ça avec une seringue, une métaphore du crayon, du coup, qui inscrit la personnalité dans la tête du personnage. Il y a comme une encre, du coup, à l'intérieur, avec le crayon, etc. Il peut y avoir une métaphore comme ça peut être plus l'écrivain. Ah, maintenant que j'y pense, c'est plus l'écrivain, peut-être. Et ce serait plus Monsieur Livre qui serait réalisateur, presque. Quoique, Monsieur Livre, il serait bien en scénariste aussi. Bon, enfin, c'est peut-être deux scénaristes en conflit, je sais pas. Mais justement, il y a un truc qui est assez intéressant là-dedans, parce que t'as l'impression que du coup, le truc est une métaphore du système hollywoodien. T'as une espèce de corporation ultra puissante qui a besoin de s'entretenir elle-même et qui, pour ça, crée des histoires en réassemblant soit des bouts d'histoire qui ont été écrits par d'autres personnes, soit la vie de certaines personnes avec les biopics et tout dans ce genre-là, les choses qui inspirent des personnages dans les films, etc., qui essayent du coup d'en créer tout un truc. Et du coup, ils sont en train de se barrer en couille en ce moment parce que ils ont plus d'âme, ils ont plus de quoi que ce soit, et ça commence à être le règne de l'argent et des effets spéciaux vides et creux. Ça commence un petit peu en 98. Il peut y avoir tout un tas de critiques du coup sous-jacentes à ce truc-là et de dire que du coup le docteur Schreiber est le pauvre réalisateur Yes Man, tu vois, par exemple, qui est le pauvre mec qui est forcé par les équipes de production pour entretenir tout le système à créer des histoires qu'il a pas envie de faire, à écrire des histoires qu'il a pas envie de faire, à imposer des choses qu'il a pas envie de faire. Et il est terrorisé parce que si jamais il fait pas ce qu'on lui demande, il sera pourri, quoi. C'est un petit mec tout faiblard, tout machin, il peut pas vraiment affronter le monde en vérité, donc il a besoin d'être dans de créer ce monde virtuel et de créer un monde qui lui convient, etc. Pour moi, il y a vachement, et cette métaphore-là, j'en étais pas conscient avant de revoir le film. J'ai revu tous les films là que je suis en train de faire en critique, encore un Avlogus, pour faire ces vlogs, et j'avais pas remarqué la métaphore du cinéma jusque-là, en fait. J'avais remarqué le côté par rapport aux acteurs. C'est un peu évident quand même. Mais, l'idée du reste de la métaphore, et peut-être même une dénonciation du système hollywoodien, il y a un truc que j'avais pas vu jusque-là. Donc c'est un film qui continue à offrir des tas de choses vraiment intéressantes, et je suis bien content de l'avoir revu et de vous le conseiller justement. On peut noter d'ailleurs que à deux reprises, le récit est encadré par un plan sur un cinéma avec quelqu'un qui se réveille dans un cinéma. On voit qu'il y a un rapport très particulier avec le cinéma dans ce film. Il y a le film qui est à l'écran dans les cinémas, c'est le film précédent d'Alex Proyas, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il y a un moment où il va chez un mec qui a des aquariums un peu partout. Et vous savez quelle est l'espèce de poisson qui est dans les aquariums? C'est des poissons qui s'appellent les Oscars. Parce que comme ça, son film a des Oscars. J'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça génial. Et peut-être il y a une idée de métaphore du coup dans le truc, c'est une métaphore des Oscars ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, à la liberté de chacun de voir ce qu'il veut là-dedans. Il y a aussi du coup le fait que les personnages qui vivent dans Dark City vivent constamment dans une suspension d'incrédulité parce qu'ils sont quand même conscients quelque part que le monde qui les entoure marche pas. Ils sont conscients qu'il y a des fois ils arrivent pas à se souvenir du chemin vers un truc qui est pourtant évident et très connu de la ville, genre Shell Beach. Ils remarquent qu'il y a des ponts qui ont disparu ou qui sont ajoutés ou des trucs dans ce genre-là. Ils savent qu'ils ont des trous de mémoire. Ils remarquent pas le truc vis-à-vis de la nuit. Je vais pas essayer de révéler ce détail-là, mais ils remarquent pas le truc vis-à-vis de la nuit. Donc, c'est vrai que tu sens qu'il y a un travail de la suspension d'incrédulité des personnages eux-mêmes dans leur univers de film, en fait. Ils acceptent que, du coup, l'univers du film n'est pas forcément l'univers réel et qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui se modifient, mais eux le font de façon inconsciente, finalement. On peut noter enfin dans cette métaphore cinématographique qu'il y a de nombreuses références à d'autres films qui sont faites dans ce film-là, notamment dans les années 50 ou 60, justement, parce que le décor de la ville est beaucoup dans ces eaux-là. Et on a, un moment du film, un brisage de quatrième mur, mais je n'en dirai pas plus pour laisser la surprise à ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui l'ont vu. Enfin, écoutez les mots que je viens de dire, quoi. Vous savez de quoi je parle. Un petit détour sur plusieurs aspects du film, et donc on va se concentrer maintenant sur les acteurs et les personnages, parce que j'adore les personnages et le casting de ce film. On va commencer évidemment par le personnage principal, donc Rufus Sewell qui joue John Murdoch. Déjà l'idée j'aime bien le fait que le personnage est un des noms les plus communs qui soit, c'est John. Donc il y a un côté assez intéressant à ce que cet homme qui est personne du coup et qui pourrait être tout le monde avec ces genres de souvenirs s'appelle John, quoi, qui est vraiment la personnalité la plus neutre possible. J'adore qu'il soit joué par Rufus Sewell parce qu'il a un truc dans son jeu et dans sa voix qui sont parfaits pour ce personnage.
Il a l'air à moitié caché derrière ses cheveux tout frisés. Là, cette coupe, on avait encore beaucoup dans les années 90. Mais c'est vraiment la coupe qui te donne l'impression que tu te caches un petit peu sous ton poil, quoi. Renfrogné sous ses épaules, il rentre la tête un peu comme ça, avec dans son col montant, avec son gros manteau. Il a ses gros yeux, un peu globuleux, qui font très fatigués. Et c'est vrai que le personnage, du coup, il va y avoir un truc par rapport à la fatigue du héros. C'est quelque chose qui revient aussi de Matrix pour le coup. Il y a un sentiment de fatigue qui émane de ce mec, non seulement à cause de ce qui se passe dans l'histoire, mais aussi parce que il est assailli de toutes parts. C'est vraiment, je vais en reparler, mais le film est d'un niveau de stress et d'angoisse et de malsain, etc. Et donc, évidemment, il est épuisé, quoi, au bout d'un moment de se prendre de tous ces trucs-là. Et il a du coup donc ses yeux qui peuvent facilement être très fatigués avec ses grosses cernes. Et il a aussi cette voix qui est très cassée, qui est très fluette. Je pense que c'est pour ça qu'il a du mal à trouver des rôles d'ailleurs. Je pense que sa voix est une voix qui colle bizarrement au personnage et qui n'est pas adaptée à tous les personnages. Et je pense que sa voix fait pour beaucoup dans le fait à quel point le personnage de John Murdock est touchant, à quel point tu le sens qu'il est écorché à vif, qu'il est à nu, qu'il est faible, qu'il est perdu, qu'il est en stress et tout. Il a cette petite voix chevrotante et cette façon de parler qui est vraiment particulière. Avec ses yeux, du coup, tu lis encore plus quand il a les yeux qui partent dans le vide, quand il a les yeux qui remarquent quelque chose. Et c'est un personnage qui va beaucoup voir, qui va beaucoup regarder, qui va beaucoup observer, parce qu'il cherche les indices, il cherche où aller, il cherche à reconnaître les lieux, il découvre en plus tout ce qui va autour de lui. Donc il a des yeux qui sont très importants pour exprimer ce qu'il regarde. Et donc c'est vrai que les yeux de Rufus Sewell sont assez, ils ressortent bien. Parce qu'ils ressortent de sa tête déjà à la base, mais aussi parce que la couleur aussi est vachement attirante. Donc c'est vrai que moi j'adore ce mec dans ce rôle-là et je trouve que c'est l'idée de casting absolument parfaite. L'autre idée de casting absolument parfaite, c'est Jennifer Connelly dans le rôle de Emma. Qui va poser quelque chose d'assez intéressant. John est un personnage qui a rejeté son identité. C'est vraiment le truc au début du truc. Vous verrez la scène. Il a rejeté l'identité complètement. Emma va montrer quelque chose d'un peu différent par rapport justement à ce rapport à l'identité qu'ont tous les personnages. Elle est jouée par Jennifer Connelly, qui est une très belle femme, qui est aussi une femme plutôt très douce. Et là, on lui demande de jouer le rôle de la femme fatale. La femme fatale peut parfois être assez fragile, mais ce qui est vraiment particulier avec Jennifer Connelly, si vous la regardez notamment dans ses phases de chant, et j'adore les phases de musique, elles arrivent toujours d'une très belle façon dans l'histoire, il y a toujours un fondu juste avant, et on révèle les scènes de musique en fondu également, enfin il me semble que la plupart se révèlent comme ça. Mais la première en tout cas se révèle comme ça, on a un personnage qui s'endort, le fondu au noir, et d'un seul coup la musique commence et fondu à nouveau du noir vers Emma en train de chanter. Et tu sens qu'elle est pas à l'aise. Tu sens qu'elle n'est pas faite pour ce rôle, tu sens que c'est pas elle. Tu sens qu'elle laisse des petits regards en coin qui essayent d'être séducteurs, mais qu'au final elle est plutôt en train de regarder est-ce que les gens se foutent pas trop de ma gueule, est-ce qu'il y en a un qui a l'air menaçant, est-ce que machin, etc. Et tu sens qu'elle est pas heureuse d'être là, qu'elle a tout un tas de trucs, enfin, tu sens que c'est pas sa vie, quoi, qu'elle s'impose un peu sa vie. When the marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Et c'est à nouveau vachement intéressant par rapport à la réflexion sur qu'est-ce qui fait notre identité, qu'est-ce qui fait ce qu'on est qu'on a un contrôle sur notre vie, est-ce qu'on est l'esclave de ce qu'on a fait avant, est-ce qu'on a un libre arbitre, est-ce qu'on peut faire autre chose dans notre futur. Et c'est vrai, j'ai toujours senti dans ce film qu'elle avait cette espèce de gêne étrange à être dans son rôle, qu'elle n'était pas telle qu'elle aurait dû être face à la caméra. Une femme fatale face à la caméra aurait pas dû être comme ça, qu'elle aurait dû plus lever les bras, onduler, machin, et elle est toute comme ça, toute serrée dans son coin, et elle ose pas bouger dans sa petite robe super serrée, elle a la main posée sur le truc du micro, et elle bouge pas, et tu sens qu'elle est pas à sa place, tu sens que c'est pas son rôle, et je trouve ça génial à quel point ça ressort du coup vraiment dans un truc de jeu, quoi. C'est vraiment, j'adore ce truc, et puis j'adore Jennifer Connelly, je crois que c'est le film avec lequel j'ai découvert. J'ai dû voir quand même For a Dream après ça. J'ai adoré cette nana à partir du moment où j'ai découvert dans ce film-là. Une douceur, une pureté dans la façon de parler, un truc qui est très particulier, et c'est vrai que je suis vraiment presque tombé amoureux d'elle à l'époque. Un autre personnage qui a du mal avec sa personnalité, c'est le personnage de Bumstead, joué par William Hurt, qui est aussi un acteur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert à ce moment-là. Je vais faire aussi un salut à... Putain, je connais le nom de ce mec, Féodor Atkin. Féodor Atkin, qui est un comédien de doublage français, il me semble qu'il est français, hein, je sais plus, il a une voix magnifique. C'est une des plus belles voix que j'ai entendues dans le doublage français, et il joue généralement toujours extrêmement bien.
Et il joue la voix de Bumstead, et je suis tombé amoureux de William Hurt et de Theodore Atkin, de la voix de Theodore Atkin à ce moment-là. J'adore l'espèce de mélancolie qui sort de la voix de ce personnage. Il a une voix qui du coup qui a un ton assez neutre, qui est un peu toujours le même, notamment avec Theodore Atkin, mais le William Hurt est exactement pareil. J'ai regardé le film en VO là du coup cette fois-ci. Ça fait très longtemps que je regarde le film en VO. Et c'est vrai qu'il a un ton très monocorde qui fait sentir quelque chose qui pèse dessus, peut-être une certaine dépression cachée quelque part. Et c'est intéressant parce que du coup, il révèle déjà, il va perdre son personnage au fur et à mesure qu'il doute. Il va perdre un peu sa personnalité. On voit qu'il avait certains tics avant, il remarquait certaines choses et après il les remarque plus, notamment par rapport aux flics qui bossent avec lui. C'est un petit détail, hein, c'est pas une histoire de crime, mais on sent qu'il perd un peu son identité et on sent surtout que c'est un personnage qui est en doute. Quand la première fois qu'on le montre, il est en train de jouer de l'accordéon, qui est l'accordéon que lui a offert sa mère avant de mourir. Il le garde avec lui du coup dans la voiture pour penser à elle. C'est un souvenir qu'il garde près de lui. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fait naturellement, spontanément, ou est-ce que c'est quelque chose qui était inscrit dans sa personnalité, parce que c'est quelque chose de particulier comme réflexe, de transporter constamment l'instrument de musique qui te rappelle ta mère dans ta voiture. C'est pas tout le monde l'aurait pas fait, donc est-ce que c'est pas quelque chose qui est lié par rapport à lui? Et si ça vient de lui, il est extrêmement travaillé dans le film par l'idée de se dire, c'est bizarre quand même, j'arrive pas à me souvenir quand et pourquoi elle me l'a offert. Comment j'ai eu un truc aussi important? Parce qu'il se souvient de l'importance, mais le souvenir de pourquoi et de quand et de comment n'a jamais été correctement inscrit dans sa tête. Donc, il a le souvenir des émotions presque, mais plus que des faits. Et donc, il est en doute constamment. Et comme c'est le personnage de l'inspecteur, comme c'est le personnage qui est en train d'enquêter sur John Murdoch, le fait qu'il soit en train de douter est vachement intéressant aussi. C'est un peu son rôle quand même de douter du truc. Mais du coup, il se met à douter même de qui il est, de qui il est face aux indices. Quand les indices sont évidents, il va commencer à remettre en doute même ses plus grandes certitudes, parce que si l'indice te dit ça, il doit y avoir quelque chose qui est vrai, il faut le suivre, quoi. Donc il y a un travail qui est vachement intéressant aussi avec ce personnage-là, et j'adore sa nonchalance pendant tout le film. J'aime bien quand il essaye d'arrêter John Murdoch et que sa femme lui dit vas-y fuis John, et qu'il s'en va et qu'il arrête et qu'il fait personne ne m'écoute jamais. Genre... No one ever listens to me. J'adore ce truc, ça m'a toujours fait marrer. Et tu sens qu'il a ce côté résigné, quoi. C'est j'en peux plus. Donc j'aime beaucoup ce personnage encore une fois, et le choix du casting est vraiment très très bon. Un autre choix de casting qui est vraiment excellent, c'est le Dr Schreiber joué par Kiefer Sutherland. Pourquoi est-ce qu'il m'échappe tout le temps? Je le confonds toujours avec Rufus Sewell. Parce que leur nom de famille commence par un S, et je crois que je mélange les deux. Donc Kiefer Sutherland, qui n'était pas encore connu pour 24, qui n'était pas encore très mastoc, parce qu'il a quand même pris un peu je sais pas si c'est du poids ou du muscle avec l'âge, mais il est plus mastoc maintenant. Il incarne vraiment la faiblesse à 200%, il incarne justement le personnage détruit, atteint, harcelé pendant tellement de temps qu'il en peut plus, quoi. Et tout dans son jeu transcrit ça. Il y a déjà effectivement son apparence, il a cette petite blessure sur l'arcade qui lui tombe un peu sur l'œil. Qui va aider ça. Il y a le fait qu'il boite et qu'il ait besoin d'une canne pour se déplacer, donc c'est clairement quelqu'un qui est sorti de quelque chose, soit une maladie, soit un accident, mais il a quelque chose qui va pas, quoi, dans son truc. Et il est assez souvent en train de suer, il me semble aussi. Et ce qui va vraiment noter le différencier de tous les autres personnages et marquer du coup sa faiblesse, c'est la voix que prend Kiefer Sutherland pour parler. Et le fait qu'il soit toujours à court de souffle, qu'il parle toujours par petits à-coups, par petits machins, et parce que il a pas beaucoup de souffle, et il a pas de, et c'est ultra stressant, c'est ultra angoissant, mais tu sens aussi à quel point du coup ce personnage-là est faible, justement, à quel point il a des difficultés respiratoires même, et qu'il a des trucs, enfin il y a un jeu du coup autour de ce personnage qui est vraiment absolument génial. Et il me fout en angoisse, ce mec, à chaque fois qu'il est en train de parler, à chaque fois qu'il raconte ses trucs. Et j'adore la voix que fait Kiefer Sutherland pendant tout ce film. John has been coming to see me for quite some time. He had been grappling with feelings of betrayal. C'est vraiment des très 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 bons choix au niveau du casting pour interpréter ces personnages-là en particulier. Et un dernier choix de casting qui est vraiment intéressant, mais il faut dire que le personnage a été écrit pour ce casting, c'est Richard O'Brien, donc dans le rôle de Monsieur Ma, ou Mr. Hand, du coup en version originale, un des étrangers qui poursuit nos héros, enfin notre héros, et qui
un des jeux les plus étranges, les plus aliens vraiment qu'il puisse avoir. Sa façon de switcher entre les expressions faciales d'un coup, quoi. Il peut être super soft d'un seul coup, super souriant, et d'un seul coup super énervé. Il a cette façon de pencher la tête régulièrement quand il parle, cette façon de porter sa main, etc. Il a tout un tas de gestes qui font très danse d'ailleurs. C'est sans doute pour ça aussi qu'il a fait appel à Richard O'Brien. Et cette voix très particulière aussi qu'a Richard O'Brien, cette espèce de voix étrange, un peu nasillarde, un peu aiguë, mais en même temps un peu gutturale. Enfin, c'est très particulier comme voix. We're looking for John Murdoch. Et du coup, ça donne quelque chose de tellement étrange, de tellement différent pour des personnages qui s'appellent les étrangers, du coup. C'est vrai que ça marque vraiment une différence très particulière de jeu et de tenue, etc., dans ce personnage-là. Donc voilà pour ce qui concerne l'histoire, la métaphore qu'elle fait et les acteurs. Et évidemment, tout ça est servi par tout le reste, tout l'habillage du film. Alors, dans quel ordre est-ce que je prends ça? Allez, on va commencer par le concret. Les décors participent totalement à sentir l'ambiance oppressante et poisseuse de Dark City. Je vous l'ai dit, mais le travail beaucoup de tons verts et de ce genre-là, un travail extrêmement sombre. Il y a beaucoup d'ombres projetées, puisque c'est donc un film inspiré par les films noirs. Donc il y a un travail du clair-obscur avec des noirs bouchés très profonds partout dans le film. Et tout est très désaturé, on n'a que des teintes un peu marronasses, un peu grisâtres, verdâtres, que des trucs qui sont pas très agréables à regarder, des jaunes pisse, des marrons chiasses, tout ce que vous avez envie de mettre comme qualificatif. C'est vrai que c'est vraiment une ambiance qui est très terne, vraiment poisseuse aussi. Il y a une patine sur les décors où t'as l'impression qu'ils sont tous en train de suinter de flotte, ou qui sont crades, recouverts de suie et de machin, enfin, qui sont vraiment assez dégueulasses. Toutes les vitres, etc. sont assez crades. Et il y a ce côté aussi labyrinthique et démesuré. Il y a souvent des contre-plongées qui mettent John en rapport avec le reste du décor pour te montrer jusqu'où il s'étend. Et le côté labyrinthique aussi, le nombre de ponts qui se croisent et de perspectives. Et il y a aussi ce travail du gigantisme avec, par exemple, très souvent, t'as d'énormes arches avec d'énormes allées, d'énormes couloirs en dessous, etc. Et vraiment des trucs qui travaillent beaucoup la démesure et qui travaillent à ce que le personnage soit vraiment perdu. C'est un truc très particulier, quoi, très angoissant et très bien foutu au niveau des décors. Les effets spéciaux, en plus, ont pas tant vieilli que ça, que ce soit les effets spéciaux concrets, pratiques, ou les effets spéciaux numériques qu'on avait commencé à essayer à cette époque-là, notamment à cause de l'esthétique film noir du film. Comme on a un étalonnage qui cherche à avoir des zones de noir bouchées très profondes un peu partout, et à ne pas avoir des lumières qui sont trop puissantes, qui vont trop loin dans la surexposition, tout est assez en demi-teinte, avec des ombres généralement assez nettes, et du coup très marquées au niveau du noir, donc tu peux pas vraiment mettre de défauts dedans. Et du coup, tout ça homogénéise l'ensemble de l'image, que ce soit les effets spéciaux pratiques, les effets spéciaux numériques qui sont rajoutés au-dessus, les incrustations fond vert, etc. Comme tout a à peu près le même étalonnage et que l'étalonnage te fait aller dans un noir bouché régulièrement, tout reste généralement assez cohérent dans l'ensemble et les effets spéciaux ont pas l'air d'avoir tant que ça vieilli finalement. Même s'il y en a certains évidemment qui ont vieilli, t'as 2-3 plans par-ci par-là qui sont vraiment un peu passés, mais c'est pas la majorité des plans, quoi. Donc vraiment, ça a bien survécu à l'épreuve du temps. C'est mis en valeur également par la mise en scène de Alex Proyas, qui est une mise en scène qui emprunte beaucoup au travail de Alfred Hitchcock. Il y a quelque chose de très Hitchcockien. Putain, ça y est, j'étais sûr que j'allais faire un... Il y a quelque chose de très Hitchcockien dans cette histoire. Très Hitchcockien. Très Hitchcockien. Voilà, ça y est, je l'ai tenu. Il y a quelque chose de très Hitchcockien. Allez, j'arrête. Dans cette mise en scène. Parce que notamment on est dans un thriller, on est dans un film d'enquête et c'est un peu le style de prédilection de Hitchcock, et donc quand tu fais un thriller régulièrement tu reprends des codes que lui a élaborés, il les a perfectionnés, quoi, il savait très bien ce qu'il fallait utiliser, il a essayé de les renouveler, de les utiliser de façon un peu surprenante, un peu intéressante, etc. Et donc il y a beaucoup de choses qui évoquent un peu son cinéma. On a notamment les plans séquences du début qui évoquent plus ou moins les plans séquences qu'il y avait dans Psychose. Au tout début de Psychose, il y a toute une scène où on a une caméra qui faisait un panoramique sur la ville et qui ensuite se rapprochait petit à petit avec un plan aérien d'une fenêtre jusqu'à rentrer dans l'appartement du personnage. À l'époque, c'était un plan séquence. Honnêtement, j'ai encore du mal aujourd'hui à l'appeler un plan séquence parce que c'est des fondus entre plusieurs plans qui ont plus ou moins les mêmes valeurs et du coup on essaie de déguiser ça en plan séquence. Mais personne n'est dupe, tout le monde voit bien qu'il y a un fondu, donc c'est pas un plan séquence, bordel. Mais on veut te faire passer l'idée d'un plan séquence avec donc cette caméra qui se montre la ville et ensuite rentre dans un détail de la ville.
On a exactement la même chose avec le début de ce film-là, puisque les premiers plans sont exactement les mêmes, et justement, ils sont beaucoup plus intéressants s'il n'y a pas de narration là-dessus, et que ça te plonge comme ça dans cet univers. Tu découvres l'univers avec un plan de caméra, tu plonges dans l'histoire avec un deuxième. Très bien, quoi. C'était très bien comme ça. Pourquoi mettre une introduction au début et tout un résumé de ce qui se passe? Bref. Il va beaucoup travailler ce genre de choses, des plans très élaborés, très bien cadrés, et qui mettent vraiment le personnage en rapport avec le décor, et qui le présente d'une façon qui a du sens au niveau du storytelling aussi. C'est pas un plan gratuit, sur un escalier par exemple, on va te faire un plan parce que le personnage est en train de s'échapper, et on te le met de cette façon-là, parce qu'on veut filmer quelque chose de très particulier avec la fuite du personnage. Il y a un sens aussi au niveau du storytelling. Il fait également un travail des inserts, beaucoup fait par Hitchcock également, parce que c'est le plan central du langage du film policier, du film d'enquête. Le gros plan, l'insert sur l'objet, sur l'indice, sur l'élément du corps qui va montrer, du cadavre, qui va montrer comment est-ce qu'on l'a tué, etc. L'insert est essentiel à ce genre de film, et donc évidemment il en met partout, et ses plans sont magnifiques et très bien gérés. Il y a quelque chose qui revient d'un travail qui est fait par Hitchcock, qui est le travail de la forme. Ce que les critiques de cinéma appellent le système formel de Hitchcock. Hitchcock en fait a fait tout un tas de films avec des idées de mise en scène, des lignes directrices de mise en scène, créées par des formes géométriques. La ligne droite, la courbe, ou la spirale par exemple. Et justement la spirale est assez centrale à la mise en scène de Dark City. Tout l'univers a été pensé en spirale, par exemple un plan avec un escalier en spirale qui descend, des choses dans ce genre-là, des images de labyrinthe, et le travail, comme je vous en ai parlé de la version cinéma et la version Director's Cut, le travail dans la Director's Cut des empreintes digitales est également un aspect de ce travail de la spirale, de la forme de la spirale dans le film. Outre concrètement mettre des spirales sur les prostituées par exemple qui sont tuées dans le film, et d'en mettre un peu sur les murs pour certains personnages qui ont compris un peu le concept de la ville, ce truc de la spirale c'est vraiment le truc des empreintes digitales avec les sillons qui se forment en spirale autour d'un point central. Donc il y a vraiment au niveau de la mise en scène du film quelque chose de très Hitchcockien, de très inspiré par Hitchcock en tout cas. Et je trouve que l'hommage est réussi. Si hommage il y a, clairement hommage il y a a priori. Mais tu sens qu'il y a aussi, justement j'ai parlé de Metropolis vite fait, qui a inspiré aussi un peu le truc, et tu sens qu'il y a une petite inspiration de Metropolis. Il y a un personnage qui s'appelle Monsieur Main, et le truc de Metropolis c'est rejoindre la main et la tête, le cerveau. Il y a un Monsieur Main, un Monsieur Livre, ça peut être un peu les deux. Il y a des références à Fritz Lang, donc, avec le travail de cette ville qui fait Metropolis, évidemment, le travail des grands angles et de la façon de cadrer, de composer ses plans, qui a quelque chose d'assez symétrique, qui est très travaillé et qui reprend un peu plus les plans qu'aurait fait un Fritz Lang que un Hitchcock. Hitchcock était pas vraiment dans les plans très larges, il était plus sur se concentrer sur ce qui est important pour l'histoire, sur le déroulement de l'action, etc., ou sur le personnage, filmer ce qui était important. On a peut-être une petite allusion d'ailleurs à M. le Maudit, qui est le film suivant de Fritz Lang, qui a suivi Metropolis, avec les synecdoques qui désignent la personnalité profonde des personnages au-dessus du personnage que on leur impose de jouer en fait dans l'histoire. Il y a un personnage qui a une réplique au début du film. Vous devez payer 3 semaines, c'est 3 semaines, et pas de remise pour bonne conduite. Ça c'est en français, mais je vais pas vous la sortir en anglais. En français il dit ça, c'est vous payez votre chambre, vous avez payé pour 3 semaines, 3 semaines c'est 3 semaines, et pas de remise pour bonne conduite. Et ce petit bout de phrase, pas de remise pour bonne conduite, quand on retrouve ce personnage et qui joue un autre individu de la ville, plus tard dans l'histoire, il va ressortir ce même petit bout de phrase, ce même pas de remise pour bonne conduite. Je travaille là depuis des années, pas de remise pour bonne conduite. Et du coup, c'est des petites anecdotes qui te font sentir que la personnalité profonde de ces personnages, elle est autre que les souvenirs qu'on leur implante. Donc il y a ce petit travail des petites phrases chocs comme ça qui sont assez intéressantes et qui vont définir certains personnages, généralement des personnages plutôt secondaires. Et puis, pour terminer, dans ce travail de mise en scène, ce qui est vraiment génial et ce qui n'a rien à voir avec Hitchcock ou quoi que ce soit, plus le talent d'Alex Proyas lui-même, c'est le crescendo constant de la tension et de l'action et des événements impressionnants et des révélations qu'il y a pendant le film. C'est vraiment un film, quand je commence à le regarder, déjà je suis mis en angoisse par absolument toute la mise en scène. Tu commences le film avec le mec qui se réveille dans cette salle de bain avec la musique ultra discrète derrière, mais qui est un peu en train de... Il y a toujours des percussions derrière, il y a toujours un rythme qui est en train d'être joué, il y a toujours quelque chose qui te marque l'avancée du temps et qui va généralement le jouer assez vite. Et donc du coup il y a toujours cette petite idée qu'il y a quelque chose qui court derrière, qu'il y a une urgence, qu'il y a une tension à arriver. Et tu commences donc avec ce mec qui est dans cette salle de bain, qui se réveille, t'as quelques inserts, tu vois quelques trucs,
Et d'un seul coup, t'as un téléphone qui sonne, t'entends Kiefer Sutherland au téléphone avec sa petite voix vous êtes perdu, désorienté, n'est-ce pas? Je peux vous aider, je peux machin, qui commence à faire son truc. Donc déjà, t'as sa voix qui commence à te stresser, t'as de la musique qui commence à monter derrière, t'as Rufus Sewell que le téléphone qui fait mais quoi, mais je comprends rien, etc. avec sa petite voix un peu enrouée, etc. Et c'est mais non, vous devez sortir tout de suite, maintenant partez, etc. Le mec qui se tourne, qui voit le corps de la prostituée qui commence à sortir, qui arrive dehors, et là t'as la musique qui s'emporte, et là t'as la porte qui s'ouvre, et là t'as les étrangers qui débarquent, et t'as la musique, c'est je suis mis dans un état d'angoisse absolument ouf quand je regarde ce film, mais alors surtout ce qui est incroyable, c'est ces sons ont été tellement précis, définis et parfaitement sélectionnés ils me redescendent constamment à la première projection que j'ai eue du film. C'est un des rares films qui est capable de m'offrir ça, capable de me faire un truc pareil. Même L'Histoire sans fin, bizarrement, on me le fait pas. Quand j'entends ce truc, je suis directement replongé au moment où j'ai regardé le film. Ils étaient tellement marquants pour moi, et tellement bien trouvés, et tellement bien faits, qu'ils ont jamais pu sortir de ma tête. Et quand je les entends, je peux pas les entendre juste comme ça diffusés. Obligatoirement, ça me rappelle le premier moment où je les ai entendus. Et le travail de cette musique est absolument dingue. La musique est ouf pendant absolument tout le film. Quelques moments par-ci par-là qui sont un peu plus pour se poser, parce que tout le film n'est pas sous adrénaline non plus. Même si c'est un film qui avait été, je crois qu'il avait été un peu dénoncé à l'époque, parce que il y avait genre, la moyenne des plans est en dessous de 2 secondes. Mais c'est vraiment une moyenne, c'est-à-dire que c'est pas un montage à Michael Bay où tous les plans sont toujours super courts, c'est juste que si tu fais la moyenne d'absolument tous les plans qu'il y a dans le truc, effectivement, quand t'arrives dans une scène, comme t'as un plan sur chaque élément important, t'as beaucoup d'inserts, t'as beaucoup de choses qui vont te sauter à la gueule du personnage, et il faut les montrer correctement, montrer sa réaction, il va beaucoup faire de gros plans, donc ça additionne encore plus le nombre de plans nécessaires pour te montrer la scène se dérouler. Si tu l'as fait filmer de plan large, tu montres toute la scène se dérouler, mais si tu fais des gros plans, tu dois faire plus de plans pour montrer la scène se dérouler. Et tout ça, du coup, fait une accumulation de plans, etc., qui vont créer une certaine angoisse. Et petit à petit, le rythme va s'accélérer comme ça, et arriver à certains moments où on va avoir des grosses périodes avec beaucoup de cuts et beaucoup de choses comme ça, avant ensuite d'avoir une petite redescente pour être un peu plus calme sur d'autres plans, même si on va souvent rester avec des montages assez particuliers. Mais vraiment, le travail d'association entre les actes à l'écran, le montage, la musique, font que tout ça ressort, mais 1000 fois plus que ça aurait pu, quoi. La bande son de ce film est absolument géniale. Même les musiques que chante Jennifer Connelly, je les connais par cœur, en fait, presque, parce que j'ai tellement ça m'a tellement marqué. Enfin, la musique est tellement bien choisie, parfaitement intégrée dans la scène. Enfin, c'est incroyable. Moi, je trouve que le travail comme ça de cette mise en scène, de ce film en général, de cette musique, du montage, des décors et tout, c'est magnifique. C'est vraiment absolument magnifique. Et c'est en même temps quelque chose de très très sombre et de très très glauque, parce que quand il réfléchit quand même, il y a des choses qui sont atroces. L'idée que raconte justement le Dr Schreiber, qui a été forcé d'oublier ses souvenirs, vous imaginez, vous forcez vous-même à oublier vos souvenirs, qui sont ultra importants pour vous, parce que on te dit que tes souvenirs ne te font pas, mais tes souvenirs ils sont importants quand même. Tes souvenirs c'est une partie de ta personnalité, c'est une partie de qui tu es. Si tu les as pas, tu peux continuer à te créer, tu peux continuer à être quelqu'un, mais c'est quand même beaucoup mieux de les avoir derrière toi, quoi. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui t'est cher, et l'idée de t'arracher tes propres souvenirs, et même le concept de dire on m'a arraché mes souvenirs, et ensuite on les a séparés, catégorisés en petites sections, redécoupés en machin, et on les a mélangés avec celles de quelqu'un d'autre, et on a tout interverti en un machin, et tu fais qu'est-ce qu'on a fait avec mes souvenirs, putain. Il y a quelque chose qui est quand même vachement angoissant avec cette idée-là. Mais rien n'est plus angoissant que l'idée de ne pas avoir de contrôle sur qui tu es, sur ta personnalité, sur ta vie en général. Et pour vous donner un exemple, et pour terminer cette critique, il y a une des scènes qui m'a le plus marqué au cinéma, je crois. Je sais pas si je peux aller jusque là, mais soyons dans l'emphase, c'est pas grave. Une des répliques qui m'a le plus marqué dans les films que j'ai vus, c'est quand Emma revient chez elle, qu'elle trouve l'appartement complètement vide parce qu'on est en train de commencer à changer sa vie, et qu'il y a du coup un étranger qui est devant la fenêtre, qu'elle lui fait mais vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites chez moi, etc., et qui lui fait vous allez bientôt recevoir de nouveaux meubles, Anna. Et elle lui dit mais je ne suis pas Anna, c'est pas moi Anna. Donc c'est déjà quelque chose qui te met un peu en angoisse, et là le mec la regarde et lui fait vous le serez bientôt, oui. Pour moi c'est ultra angoissant, quelqu'un qui te dit vous serez bientôt quelqu'un d'autre, vous ne pourrez pas. C'est un des films qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Je ne remercierai jamais assez Alex Proyas d'avoir fait ce film. Le pauvre, par contre, par la suite, il a vraiment une carrière qui est assez catastrophique. On lui a toujours mis des projets de merde, où on a toujours foutu en l'air ses projets. Et quelque part, Dark City, on lui a foutu en l'air, parce que
Vous mettez une explication au début du film qui te révèle absolument tout ce que l'enquête doit te révéler. Enfin, faut quand même être débile. C'est le producteur qui lui a imposé ça. Il faut l'euthanasier, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas garder des gens aussi cons à produire des films. Et il a fait quoi du coup après? Garage Days, je me rappelle, ça me dit rien. Le iRobot avec Will Smith. Qui est bizarre comme film, parce que c'est un film, à peu près tout le monde s'en souvient, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu. Personne ne dit vraiment que c'est une grosse merde, mais personne l'aime non plus. Je sais pas ce qu'il a, ce film. En plus, c'est du Isaac Asimov, c'est quand même bon comme film. Prédiction, c'est lequel? Putain, c'est le truc avec Nicolas Cage? Oui, c'est le truc avec Nicolas Cage. Ouais, donc Prédiction, bah voilà, c'est Nicolas Cage, donc déjà c'est un peu con. Et puis la fin est un peu space. Je l'ai pas eu depuis très longtemps, je l'ai pas eu depuis sa diffusion à la télévision, Prédiction, donc voilà. Et ensuite, il a eu une traversée du désert pendant 7 ans, jusqu'à sortir Gods of Egypt. Le pauvre. Et il s'en est pris tellement plein la gueule pour Gods of Egypt, qui méritait tellement pas en plus, enfin tous les délires sur le whitewashing des dieux, parce que on sait de quelle race sont censés être les dieux, et le fait qu'ils soient mixtes n'est pas intéressant. Il faudrait qu'ils soient de telle ethnie spécifiquement, enfin c'est tellement con, et je trouvais que les effets spéciaux étaient vraiment bien faits, et je trouvais que tout le concept était super cool. Il avait bien donné de vie à l'idée de la mythologie égyptienne, alors qu'en plus à la base ça devait même pas être son truc de base, il devait faire ça avec la mythologie chrétienne, mais finalement ça serait pas bien passé, donc ils ont fait la mythologie égyptienne. Et depuis, rien du coup, quoi. Depuis 2016 et l'échec de Gods of Egypt et le clash qui s'est pris pour le casting débile, etc. Enfin, il a rien, il a fait des courts-métrages. Si je suis en train de voir ça, là je suis en train de voir son IMDb, il a fait des courts-métrages. Un mec qui a fait Dark City est obligé 10 ans plus tard de revenir à faire des courts-métrages pour faire quelque chose, mais c'est horrible! La méritocratie est morte, ça n'existe plus, si ça existait un jour. Mon Dieu, ce pauvre homme devrait faire des films avec des budgets pharaoniques. Il le mérite. Ou peut-être que c'est un des mecs qui bosse mieux avec moins de budget. On n'en sait rien, c'est possible. Bref, regardez Dark City. Version cinéma ou version Director's Cut, et si vous regardez la version cinéma, vous sautez le début. Mais si vous êtes resté jusqu'à la fin, a priori, vous savez de quoi on parle maintenant, donc vous pouvez même regarder la version cinéma tranquille, mais honnêtement, même moi quand je la regarde, je zappe la phrase d'intro parce que c'est vraiment trop horrible de mettre ça au début. Voilà pour ce qui est d'un de mes films favoris, un de mes chouchous absolus, Dark City. On se retrouve très bientôt avec un autre de mes films favoris. Prenez soin de vous, regardez des films. Ciao!